Bonjour à tous et bienvenue au Loisir culturel Le Balado, une présentation du réseau des unités régionales de loisirs et sports du Québec. Mon nom est Frédéric et j'animerai la discussion aujourd'hui qui portera sur la définition du loisir culturel. Avec moi, aujourd'hui, nous avons Sonia Vaillancourt, directrice du Conseil québécois du loisir, Geneviève Belland, coordonnatrice du développement culturel dans le milieu municipal à Val-d'Or, Myriam Maltais, agente de développement en loisirs culturels de Laval, et Valérie Laflamme, directrice adjointe du service des loisirs municipal à Mirabel. Tout d'abord, il est important de mentionner que bien qu'il existe plusieurs définitions du loisir culturel, nous nous sommes concentrés sur la définition fournie par le ministère de la Culture et des Communications, soit ensemble d'activités culturelles pratiquées librement et par plaisir, favorisant le développement, la formation, l'expression et la créativité des personnes et des collectivités. Le but de l'épisode est de nourrir la réflexion et les discussions liées à cette définition. J'ai donc demandé à mes invités de donner leur opinion face à celle-ci. Est-ce qu'il y a des manques, est-ce qu'il y a des nuances, des concepts qui sont manquants ou qui nécessiteraient qu'on les revoie? Voici leur réponse. Je suis allée relire, en fait, la définition aussi de loisir uniquement. Puis, je trouvais ça un peu réducteur, mais ça disait une distraction pendant les temps libres. Je trouvais que distraction, c'était pas très profond, là. Mais il y avait la notion de temps libre quand même que je trouvais peut-être un peu plus précise parce que là où je vois où ça pourrait s'arrêter, le loisir culturel, c'est quand on décide d'en faire une pratique ou un métier ou chercher à faire des revenus avec cette pratique-là. Il y avait aussi la notion de formation que... je la trouve pertinente, mais je trouvais qu'elle portait peut-être à confusion par rapport à l'intention, justement, d'en faire quelque chose de plus professionnel. OK, parfait. Est-ce que vous souhaitez réagir, Sonia? Eh bien, je trouve ça intéressant. Je fais du pouce sur la notion. Je pense que c'est intéressant de commencer par la notion de loisir. Donc, la notion de loisir, c'est une notion qui appelle au temps libre. D'abord, c'est quoi du temps libre? Ben, c'est du temps qui est dégagé des obligations professionnelles, familiales, etc. Donc, on a du temps libre. Puis après ça, on a une capacité de choisir. Donc, quand on a ces deux éléments-là, on peut dire qu'on est en loisir. Donc, la définition du ministère appelle à un de ces éléments-là, donc la liberté un peu de choisir ou la capacité de choisir. Donc, ça serait la définition, en tout cas, les éléments qui cernent dans quel contexte on se situe en loisir. Je vais vous revenir tantôt parce qu'on va parler de la formation, justement, dans un cadre peut-être plus d'école. Mais juste avant, Myriam, est-ce que, au niveau de la définition, est-ce que ça faisait du sens? Est-ce qu'il y a des éléments, selon toi, qui sont peut-être de trop ou des éléments qui sont vraiment, ça, il faut que ça reste dans la définition? Ça faisait beaucoup de sens. Puis moi, ce que je m'interrogeais, c'est l'ajout peut-être du mot exploration. Parce que quand on veut essayer des choses, quand on veut choisir un peu qu'est-ce qui nous tente ou quand on veut explorer, surtout les enfants, des fois, de trouver qu'est-ce qu'on aime, une passion, ben peut-être que le terme exploration viendrait répondre à intégrer le fait de pouvoir se trouver aussi, puis des fois à aider qu'est-ce qu'on veut combler. Donc, voilà. L'ajout vraiment d'un terme au niveau de l'exploration, justement, pour aller peut-être un petit peu plus loin que le développement, un petit peu plus loin que la formation. Là. Vraiment, on serait au niveau de l'exploration. OK, parfait, très intéressant. Et Valérie? Le terme découverte, c'est vraiment plus ça, moi aussi, c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est parce que loisir culturel, tant que tu n'y as pas touché, que tu n'y as pas goûté ou encore tu ne l'as pas essayé, nécessairement, tu n'as pas un sentiment identitaire face à ce loisir-là. Donc, tu ne comprends pas l'importance du loisir culturel en tant que tel. Puis c'est une des problématiques souvent qu'on a là, avec le loisir culturel. Fait que oui, la découverte, l'initiation, le fait de justement essayer des nouvelles choses. Si on fait un comparatif avec le loisir sportif, par exemple, un petit peu la même chose, c'est l'initiation à, si tu n'as jamais essayé le kinball, par exemple, tu pourras pas dire que tu n'aimes pas ça. Tu peux pas dire que tu n'aimes pas ça. C'est la même chose avec la peinture, avec la guitare, avec, peu importe le loisir qui pourrait t'intéresser, tant que tu n'y as pas touché, tu peux pas dire que tu n'es pas bon ou encore que tu n'aimes pas ça, t'sais.
Puis j'adore votre réponse. Pourquoi? Parce qu'elle m'amène à la deuxième question qui fait vraiment un lien par rapport à où s'arrête le loisir culturel. On a nommé tantôt au niveau de la profession, au niveau quand ça devient un emploi, et on a nommé aussi au niveau du choix. Donc, il faut que ça soit un choix. Donc, si je vous posais la question, où s'arrête le loisir culturel? Et je vous donne 2 exemples. À titre d'exemple, au niveau des écoles, quand on rentre au niveau d'une formation dans un cours d'art plastique, moi, j'ai pas fait le choix d'être dans mon cours d'art plastique, mais peut-être que j'ai du plaisir à faire mon cours d'art plastique. Et si on rentre dans un autre volet, donc au niveau des amateurs versus les professionnels, est-ce que selon vous, il y a une différence? Moi, je me disais que dans le cursus scolaire, c'est comme une obligation. Quand le loisir culturel s'arrête, peut-être c'est quand on n'a plus de plaisir, on n'a plus de fun, ou qu'on sent que ça devient une obligation, que ça devient une tâche, parce qu'on se dit « Ah, ben là, je pratique le piano 3 fois par semaine, mais c'est rendu lourd. » Fait que pour moi, je voyais la finalité, puis après ça, l'exploration. Ah, mais ça me tente d'essayer d'autres choses. Bien, le cursus scolaire, c'est peut-être ça. Il y a une obligation des élèves d'aller prendre des fois des cours de musique, d'art plastique ou d'informatique, d'économie. Mais est-ce qu'ils ont un sentiment de bien-être dans ce cours-là où ils prennent comme vraiment une obligation? Moi, je le voyais vraiment à ce sens-là. Quand il y a une obligation où il y a un encadrement qui est non voulu du participant, je pense que là, on vient plus... Des fois, c'est un parent qui dit « Tu continues ce que tu as commencé. » Oui. Donc, dans ce cas-là, dans le fond, ça viendrait... dès qu'il y a une évaluation ou peut-être même la pression parentale, le loisir vient se dénaturer, c'est ça? C'est ce que je comprends de ton... Exactement, tu as une perte de liberté. Ben, c'est le même comparatif, par exemple, avec des cours de karaté. Tu sais, si l'enfant, au bout d'une session, aime plus ça, nécessairement, c'est plus un loisir intéressant pour lui. Donc, c'est un comparatif qui est semblable. Mais si je veux faire du pouce sur ce que tu viens de dire, par rapport aux cours, pour moi, c'est 3 choses différentes. Il y a le parcours pédagogique, justement, tu sais, le fait que les enfants ont accès à des cours, que ce soit des cours d'éducation physique ou des cours d'art plastique ou des cours d'art dramatique. Pour moi, c'est une façon d'être évalué, mais d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être de l'initiation, mais c'est pas nécessairement un loisir. Puis il y a entre les deux. Donc, entre les deux, après tes cours, tes activités parascolaires, les cours que tu vas suivre en cours privé ou encore à la bibliothèque ou encore à la ville, par exemple, avec des cours où est-ce qu'il y a l'inscription à la programmation et tout ça. Puis il y a l'après, tu sais, le fait que, bon, tu as été initié, tu as aimé ça, tu as voulu aller plus loin. Par exemple, tu as pris des cours de guitare professionnelle, tu t'es inscrit par la suite à l'université ou encore au cégep, puis tu as décidé de poursuivre ta carrière. Une fois que tu es rendu à la carrière professionnelle, que tu veux en faire ton métier, là, c'est plus devenu un loisir. Là, même si tu grattes la guitare autour du feu, le soir, la fin de semaine, en réalité, ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, c'est lorsque tu reçois ton revenu ou encore que tu t'impliques professionnellement, là, c'est devenu autre chose, tu sais. Fait que c'est comme le entre-deux. Est-ce que le loisir culturel appartient aux amateurs? Ben, aux amateurs, à vrai dire, il appartient à tout le monde. Tu sais, tout le monde participe au loisir culturel au même titre que n'importe quel autre loisir. Chacun d'entre nous pratique le loisir en quelque sorte, mais après ça, dans quelle sphère, dans quelle catégorie il se retrouve, ben là, c'est très large, même pour nous, tu sais, le loisir culturel en général. Là, ouais. J'ai aimé ce que tu as dit, Geneviève, tantôt. Tu n'as pas besoin d'avoir de talent pour pratiquer du loisir culturel. Puis si je me fie à un de mes loisirs culturels préférés, le karaoké, il y a tout le temps quelqu'un pour dire « Ah, mais moi, je suis pas bonne pour chanter. Moi, je suis pas bon. » Mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça l'important. T'es pas en spectacle, t'es pas au Centre Bell. Personne te demande ça. Non. Est-ce que toi, ça te fait du bien? Toi, t'aimes ça aller danser, t'aimes ça aller... Bon, ben c'est ça l'importance. C'est pas de dire « Ah, ben moi, les gens vont vraiment reconnaître que je suis Marie-Mé. » Non, c'est pas ça. C'est pas l'important. C'est le sentiment de bien-être, d'accomplissement aussi, des fois, de dire « Ah, je l'ai fait, je suis pas bien bon, mais je l'ai fait devant tout le monde. » Puis c'est ça que moi, j'applaudis, puis je suis la première à applaudir puis à crier quand quelqu'un a le courage d'aller... C'est un exemple, le karaoké. Mais ça peut être Geneviève, tu voulais faire un solo de Marie-Mé, c'est ce que je... C'est ça. Non, mais je trouve que la notion est vraiment... c'est beaucoup là, en fait, qu'elle se passe entre le professionnel puis l'amateur, là, parce que c'est ce que tu as soulevé. Puis souvent, le loisir culturel, c'est le tremplin pour éventuellement... ou l'initiation qui va dire « Ah, je pense que j'aimerais ça aller plus loin. » Puis ça me faisait penser à une anecdote. Là. À la Ville de Val-d'Or, on offrait des cours de théâtre pour le loisir, là, pour les enfants. Puis il y avait un parent qui avait vraiment des attentes de faire de leur fille une comédienne, puis elle trouvait qu'on n'allait pas assez loin là-dedans. Puis je dis, ben c'est pas ça l'objectif. Si vraiment
votre fille, elle a cette intention-là, va falloir passer par des cours plus professionnels, là, finalement. Mais c'est souvent flou, y a cette notion-là. Puis même, il y a des artistes souvent qui ne sont pas suffisamment bien rémunérés parce que les gens considèrent que leur travail est un loisir. Mais il y a vraiment une grosse différence. Tout ce qui tient de la démarche artistique. Puis, tu sais, l'artiste aussi, tu sais, quand on parlait de la notion de plaisir dans la définition, pour l'artiste, la notion de plaisir elle fait pas partie du processus entier. Réécrire son livre, pratiquer, tu sais, il y a vraiment des périodes qui sont plutôt arides là, dans ce travail-là, mais comme n'importe quel autre métier. Tu sais, dans le cadre de ton métier, tu vas avoir des parties, à moins que tu aimes vraiment, vraiment ton travail à 110%, puis que du début à la fin, mais habituellement, il y a toujours une partie que tu préfères moins, mais c'est la même chose pour l'artiste, un travail comme un autre, puis il y a des portions dans le cadre de ton métier que, il me semble que je skipperais cette partie-là, puis j'irais tout de suite à l'écriture, j'irais tout de suite à l'enregistrement, mais il y a quand même il y a un processus créatif derrière ça, puis c'est pas du début à la fin que ça reste un travail, tu sais, que ça veut pas dire que tu vas aimer ça du début à la fin non plus, là, tu sais. C'est vraiment super intéressant de savoir quelle est la définition du loisir culturel, mais à quoi ça sert d'avoir une définition commune pour les professionnels en loisir? Bien, je crois que peu importe où on se trouve, le loisir culturel est présent partout. Tu sais, il faut juste être clair, il faut s'assurer de l'avoir partout. Après, c'est de comprendre chacun individuellement, c'est quoi notre mission, puis c'est quoi notre rôle individuel afin de partager ça puis de le rendre accessible à tous. Donc, par exemple, moi, je suis dans le milieu municipal, j'ai un rôle, j'ai une mission, puis j'ai des balises à respecter dans le sens que je ne vais pas m'en aller dans le côté professionnel à faire de la diffusion de spectacles professionnels. Je vais appuyer les organismes professionnels, je vais leur apporter un soutien, je vais leur apporter de la promotion, mais ce n'est pas ma mission au niveau du citoyen. Bien, c'est la même chose, tu sais, dans le milieu de l'éducation, c'est la même chose dans le milieu d'un loisir, mettons, privé, par exemple. Alors, tu sais, si jamais je fais partie d'un organisme encore, tu sais, chacun a sa mission, chacun a son rôle, mais c'est juste de comprendre son propre rôle, puis de jouer son rôle, tu sais, comme on doit le faire. Là. Myriam? Des fois, j'ai l'impression que la définition sert beaucoup aussi, justement, aux professionnels en loisirs. Parce que nous, ça balise nos appels à projets, oui. Nos subventions. Des fois, comme là, nous, on va aller faire une table de concertation, un plan d'action, mais c'est sûr que ça va enligner nos actions, tout ça. Mais au final, le citoyen, là, savoir que... est-ce que c'est vraiment du loisir culturel? Est-ce que les bienfaits? Est-ce que moi, je réponds? Est-ce que c'est une récurrence? Pour lui, moi, je pense que ça lui sert à rien de savoir ça. Lui, il le fait. On veut qu'il le fasse, c'est tout. Mais nous, justement, dans nos balises, dans nos missions, dans nos visions, on n'a pas le choix de se doter de ça. Mm-hmm. Geneviève? Bien, en fait, chez nous, le problème avec la définition, le problème, c'est la difficulté, c'est souvent qu'est-ce qui est culturel. T'sais, est-ce qu'un cours de couture, c'est du loisir culturel? Est-ce que de la poterie, de l'artisanat? C'est vraiment plus cette notion-là. Puis moi, tout mon cursus scolaire s'est fait en culture. J'ai fait un bac en animation et recherche culturelle, un DESS en gestion des organismes culturels. Puis la définition du mot culture, elle revient à chaque cours. OK. Parce que c'est vraiment... parce que souvent, on entend art. On parle des arts souvent. Ouais. Mais la définition de culture est beaucoup plus large. Fait que comme organisation municipale, dans mon cas, c'est souvent cette question-là, jusqu'où on s'arrête. Là. Parce que nous, on n'est pas seulement dans l'accompagnement d'organismes, mais on engage aussi des contractuels pour offrir des cours via, justement, une programmation municipale. Puis ça arrive qu'on a des demandes, il y a des gens qui nous demandent des cours de cuisine. Puis là, à chaque fois, on se pose la question. C'est dans quelle catégorie? Oui, exactement. Ouais. Puis comme il n'existe pas nécessairement de loisirs communautaires qui est organisé, bien, des fois, on va avoir tendance à prendre une place qui n'est pas occupée parce que, dans le fond, notre première mission, c'est de servir le citoyen. Oui. Puis souvent, par exemple, la danse, ben, ça rentre un peu dans le sport aussi. Fait, on est tout le temps un peu en train de chercher à être complémentaire au milieu puis élargir notre définition parce qu'elle est très flexible, la notion de culture, parce qu'elle peut aller jusqu'aux habitudes de vie. Oui. Sonia? Mais pour nous, dans notre définition, on a toujours retenu que le loisir culturel, ça relève des activités dans les domaines des arts, des lettres et du patrimoine. Donc, ça c'est ce qui nous permet là, de cerner
le champ d'activité. Et l'approche, en fait, ce qu'on met de l'avant dans le milieu associatif, c'est des organismes qui regroupent des pratiquants, qui regroupent du monde qui font des activités. Ils sont pas, ce qu'on dit, sont pas seulement spectateurs, sans jugement aucun, là, mais ils sont aussi acteurs de leurs loisirs, et en étant acteurs de leurs loisirs, ça veut dire pratiquer des activités, puis ça veut dire aussi, dans certains cas, prendre en charge l'organisation des activités, parce qu'en faisant du théâtre, ils viennent par s'impliquer dans l'organisation du théâtre. Donc, autant au niveau local, dans des troupes, ou finalement, il y en a qui s'impliquent au niveau national aussi. Mais je dirais, c'est ça. Donc, il y a toute cette, en plus des bénéfices du loisir culturel, il y a c'est ça, cet apprentissage, cette implication citoyenne qui est présente en culture. Il y a des fois qu'on dit de la culture citoyenne, ça aide à... En fait, dans les concepts, c'est la démocratie culturelle. C'est les citoyens qui s'approprient la culture en la pratiquant, puis en... Mais là, je suis partie, je vais arrêter. Non, je reviendrai après. C'est parfait. En fait, l'élément que j'aime beaucoup, mais juste avant, est-ce que vous souhaitez réagir? Moi, j'aimerais ça réagir. Ben Je pense qu'on va sortir de la parenthèse. Ça me parle beaucoup parce que ça me fait penser à toute la notion de politique culturelle, tu sais, au fait que il y a la première politique qui est sortie dans les années 90, 92, dans ce coin-là. Il y a une nouvelle politique qui est arrivée en 2018. Avant, le loisir culturel n'existait pas dans les politiques culturelles, tu sais. Au niveau du Québec, c'est comme si c'était deux choses complètement différentes. Puis encore là, aujourd'hui, tu sais, dans le milieu municipal, on a comme le service du loisir sportif, tu sais, puis on a le service loisir, tu sais, mettons, plus culture, art et culture. Mais en réalité, quand on regarde la politique culturelle de 2018, oups, tout d'un coup, on parle de participation citoyenne, on parle de l'appropriation de la culture, d'en faire quelque chose de la vie de tous les jours, tu sais. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, on va le reconnaître. Parce que, justement, on se rend compte que si les gens le pratiquent dans la vie de tous les jours, ils participent, créent des organismes, créent des comités, se montent une pièce de théâtre, tout ça, ils sont plus sensibles à l'importance des arts et de la culture par la suite, tu sais. Puis après ça, ben, quand on veut construire une infrastructure, ben, ils vont pas s'y opposer. Tu sais, par exemple, si on construit un théâtre, ben, ils vont pas faire, mais voyons, des millions de dollars investis dans ça, ça n'a pas de bon sens. Au contraire, c'est les premiers en première ligne à participer à une troupe, à monter un spectacle. Tu sais, fait que c'est super important de reconnaître leur implication, au même titre que de reconnaître leur implication dans un organisme communautaire ou encore, tu sais, dans une levée de fonds, une association sportive. C'est la même chose, tu sais. Mais pendant des années, on faisait comme si c'était deux choses différentes. C'était vraiment comme parallèle, puis ça ne rentrait pas en lien, alors qu'en réalité, c'est toute la même chose, tu sais. Geneviève? Ben, ça me faisait penser aussi que récemment, on commence à parler de culture pour parler aussi des saines habitudes de vie. Ça fait partie aussi de cette reconnaissance-là, de ce secteur-là qui commence à faire sa place. On a toujours à défendre un peu l'importance de la culture, mais tranquillement, ça s'installe. C'est un bon point parce qu'on fait la promotion des saines habitudes de vie au même titre que hey, on va aller marcher, c'est bon pour la santé, on va pratiquer un sport, on va prendre, tu sais, bien s'alimenter. Mais le loisir culturel aussi apporte des bienfaits, tu sais. Fait que ça fait partie, c'est un ensemble. Ce qui est intéressant, justement, on va avoir un balado exclusif sur les saines habitudes de vie en lien avec le loisir culturel. Fait qu'on va pouvoir aller, justement, gratter un peu ce volet-là. Myriam, tu souhaitais ajouter quelque chose? Ben, j'allais compléter là-dessus. Je pense que si la pandémie nous a apporté quelque chose de bien, de tout ce qui s'est passé, mais c'est de reconnaître que ça a sauvé des gens. Oui. La pratique de loisirs culturels, la découverte, être tout seul chez nous. Bon, ben, je vais essayer le macramé, je vais essayer quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose de mes mains, de mon cerveau. Fait que je pense que ça amène à la reconnaissance. Il n'y a pas longtemps qu'il y a eu la politique de prévention de la santé qui est descendue, mais je pense qu'il y a comme passé un petit peu inaperçu. Des fois, j'en parle autour de moi, puis les gens ne sont pas trop au courant, puis ça parle beaucoup de sport, de pratique sportive, puis de plein air, puis tout ça. Mais il n'y a pas eu de place faite au loisir culturel. Puis peut-être que, en tout cas, c'était Dr Arruda qui a fait la promotion de ça, fait que j'ose espérer que lui a eu vent de tout ça, fait que ça va être amené éventuellement, fait que tant mieux s'il y a un balado qui va discuter de ça, parce que je pense que ça va être vraiment partie prenante. Puis je voulais faire du pouce sur de reconnaître ça dans son milieu loisir culturel. Pour nous, chez nous, c'est devenu un levier d'avoir autant d'organismes en loisir culturel parce que je pense que c'est
dans plusieurs municipalités, plusieurs régions, ben les infrastructures ne sont pas spécialisées ou il y a vraiment des manques. Chez nous, il y a un manque criant des planchers pour nos troupes de danse, mais d'avoir autant d'organismes, autant de participants, ben en haut, là, chez nous ou dans nos services... Ils sentent la pression. Ils sentent la pression, puis les services aussi des bâtiments, ben ils vont se dire « Ah, ben OK, j'ai pas le choix de le faire parce que moi, j'ai comme 200, 400, 600 personnes qui ont besoin de ces infras-là. » Exact. Fait qu'ils comprennent aussi l'importance de ça. Fait que chez nous, il faut que ça soit reconnu. Ouais. Ben, chez nous, je pense que partout, parce que ça aide à voir... C'est pas vrai que tu peux pratiquer de la danse traditionnelle dans un parc dehors, mais tu peux y aller, il fait beau. Non, parce que ces gens-là, ils ont des enjeux de sécurité aussi des fois avec leur pratique. Oui. Super. Ben maintenant qu'on a parlé de la définition, en fait, du rôle de la définition du loisir culturel, on pourrait essayer de s'attarder justement sur la gestion du patrimoine sur le territoire. D'ailleurs, est-ce que la gestion est uniquement faite par les villes ou elle est faite aussi par les organismes spécialisés? C'est une excellente question, hein, parce qu'on a parlé tantôt de balises, où on se situe. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une ville qui n'a pas d'organismes spécialisés, justement, ou de sociétés d'histoire à même sa municipalité? Bien, c'est le rôle de la municipalité, c'est pas nécessairement de conserver l'histoire, c'est de transmettre l'information à son citoyen et de le conscientiser ou encore de l'initier, dans le fond, c'est de mettre la graine dans la tête, puis après ça, le citoyen fait son chemin, fait ses recherches, s'implique, crée une société, par exemple, ou crée un organisme. Puis après ça, notre rôle, c'est de leur donner un local, par exemple, ou leur donner un espace où se rassembler, de leur donner de la promotion, tu sais, puis de réutiliser cette information-là pour le retransmettre à d'autres citoyens. Alors que pour, mettons, un organisme en tant que tel, dans le milieu municipal, c'est d'aller chercher les bons outils, c'est de se rassembler en citoyens, de dire « Hey, j'ai d'autres amis passionnés d'histoire. Ensemble, est-ce qu'on pourrait créer un comité, puis par la suite, on va créer un OBNL. » C'est de rassembler l'information, puis de se donner des balises. Mais le municipal en tant que tel, c'est pas son rôle de conserver l'histoire. C'est le rôle du musée. Facilitateur. Exactement, c'est le rôle du facilitateur. On est là pour faire en sorte que nos citoyens soient actifs et intéressés, puis c'est leur donner les outils nécessaires pour y arriver. T'sais. Par la suite, si on a la chance d'avoir un musée sur notre territoire, tant mieux, mais des fois, on ne l'a pas. Puis c'est là où est-ce que le municipal va embarquer, puis qu'on va mettre, par exemple, un circuit historique. On va engager une firme pour faire la rédaction de l'histoire, pour mettre les panneaux près des maisons, par exemple. T'sais, là, on parle de la base, là, mais après ça, on va engager un animateur pour faire un circuit. On va créer des conférences, mais c'est pas notre rôle de s'assurer que l'histoire perdure, tu sais. Notre rôle, c'est de s'assurer qu'on inspire les autres à justement se rassembler puis à conserver cette histoire-là, tu sais. Moi, j'aimerais ça inviter tous ceux et celles qui écoutent le balado à justement venir commenter, et possiblement qu'il y a beaucoup de personnes au niveau municipal qui vont écouter. Quel est le rôle des municipalités au niveau de la diffusion, au niveau peut-être même de faciliter le patrimoine? Donc, on veut vous entendre. Donc, si jamais vous avez des opinions par rapport au sujet, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires. Est-ce que tu souhaitais rebondir, Geneviève? Ben oui, je voulais juste mentionner que, tu sais, à Val-d'Or, on a une ville qui n'est pas encore centenaire. Fait que c'est nouveau pour nous, la notion de patrimoine, puis peut-être que ça va parler à d'autres municipalités aussi, parce que, tu sais, on ne sait pas trop où se placer. Nous, on a des pionniers qui sont plus vieux que la ville, tu sais. Mm-hmm. Fait que pendant longtemps, on n'a pas vu la pertinence nécessairement de préserver l'histoire. Fait que là, actuellement, on est en train de se structurer par rapport à ça. Puis je suis convaincue qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, ou même quand il y a des programmes en patrimoine, ben des fois, nos bâtiments ne sont pas assez vieux pour être reconnus. Fait qu'on se trouve souvent dans une drôle de zone, les jeunes municipalités. Puis, justement, tantôt, Sonia, vous parliez de politique. Là, on parle justement de programmes qui viennent encadrer le patrimoine. On comprend que la politique, c'est peut-être un petit peu plus large au niveau culturel. Qu'est-ce que vous souhaitiez amener par rapport à la politique? Là, on parle de tantôt. Fait que si vous n'avez pas... Je m'en souviens. Ouais, super. C'est quand ça a été soulevé, là, la question que maintenant, le loisir culturel est reconnu dans la politique, depuis la politique du ministère de la Culture et des Communications depuis 2018. Ça a été un long travail. Hein? Ça a été
regarder, en fait, les organismes, du côté des organismes, ou je dirais du côté aussi du loisir public, si on peut dire. Donc, autant au niveau municipal, autant au niveau des URLS, au niveau du milieu associatif, il y a eu au niveau associatif, en fait, les organismes existent, les organismes nationaux, je parle, existent depuis plus de 40 ans, la plupart, là. Donc, ça fait aussi longtemps qu'il y a de la concertation et de la représentation auprès des instances publiques pour reconnaître le loisir culturel de façon, avec tous les bienfaits qu'on a nommé tout à l'heure, et de reconnaître la prise en charge aussi citoyenne qu'il y a dans le loisir culturel, parce que c'est drôle, mais c'est encore assez méconnu qu'en loisir culturel, plusieurs activités, plusieurs produits émanent d'un processus collectif. Donc, et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est ça, ça a été long. Il y a eu beaucoup de représentations et dans le cadre des consultations qui ont donné lieu à la politique, bien, tous les intervenants en loisirs publics, on s'est réunis, on a fait une journée même pour dire que le loisir culturel, c'est un mouvement citoyen présent partout. On a mis de l'avant tous les bénéfices, des bénéfices pour la société, en fait, hein, parce que c'est ça. Puis on était très, très contents quand ça a été un gain majeur là, pour le loisir culturel, pour le milieu associatif, pour le loisir public, là, que ce soit reconnu. Parce qu'au niveau des municipalités, je dirais, d'une autre façon, là, de rendre le loisir accessible, c'est le but du loisir public. Ouais. Et les municipalités œuvrent je dirais, à créer des conditions favorables. Hein? On peut le dire en loisir culturel, créer des conditions favorables c'est soutenir des organismes qui vont développer une dynamique dans le milieu, offrir des choses. C'est une façon d'intervenir, de créer des conditions favorables qui permettent après la pratique libre ou encadrée. Oui, puis il y a une grande notion aussi de développement des communautés dans tout cet aspect-là. Le loisir culturel amène ça, et vice-versa, je dirais aussi au niveau du développement des communautés. Myriam? On parle de reconnaissance provinciale un peu, puis là, je vous pose la question, je m'excuse. Non, c'est parfait, on est là pour ça. Est-ce que pour vous, c'est une nécessité? Est-ce que vous sentez que ça se fait, mais qu'il y a un sentiment d'appartenance au sein de vos organismes en loisirs culturels en tant que tel? Est-ce que pour vous, c'est important? Parce que nous, des fois, on se cherche un petit peu là-dedans. Ça fait pas si longtemps qu'on œuvre vraiment ben, ça fait longtemps, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec justement la descente de la politique puis tout ça. Mais est-ce que vous sentez que votre milieu a besoin de se reconnaître en tant que tel puis se dire, nous, on fait partie du loisir culturel, nous, on a besoin de ça? Je vous lance la question. Valérie? Bien, je vais répondre en 2 temps. La première, c'est ce qu'on remarque beaucoup, c'est que dans le milieu municipal, les grosses institutions ont d'abord débuté par des petits comités, ont d'abord débuté par des petits organismes qui étaient démarrés par des municipalités. Je prends comme par exemple le Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Au départ, c'était un comité culturel de la ville qui organisait des petits spectacles extérieurs, qui finalement, oups, la demande a grandi, le comité grossit, un CA se rassemble, crée un organisme, qui l'organisme se fait construire un théâtre par la suite, puis aujourd'hui, c'est une des plus belles institutions des Laurentides. Mais c'est un petit peu la même chose, tu sais, au niveau de la reconnaissance de ces groupes-là, ces petits groupes-là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Est-ce que ces petits groupes-là vont devenir professionnels un jour? Peut-être que oui, tu sais, puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'il y a comme reconnaissance au sein de la communauté, tu sais. Si on reconnaît le petit comité ou encore la petite chorale, qu'on lui donne un local, qu'on construit un théâtre, qu'on construit, tu sais, après ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Est-ce que ça va devenir la grande chorale des Laurentides ou la grande chorale? Tu sais, on ne sait pas ce que ça donne, mais on le sait que ça peut se développer. Est-ce que c'est là justement, puis je te laisse continuer pour ton deuxième volet par la suite, est-ce que c'est là justement que la reconnaissance, d'avoir une définition, vient justement appuyer sur ce volet-là? C'est là qu'on retrouve la politique culturelle. Tu sais, le fait d'avoir une politique culturelle municipale fait en sorte que les élus sont conscientisés, le maire a une direction claire de où investir l'argent, puis par la suite, les élus aussi
à chaque 4 ans, change. Donc, nécessairement, avec une politique, qu'est-ce qu'on s'assure? On s'assure que ce qui a été décidé au départ, de où est-ce qu'on s'en allait avec nos organismes, avec nos infrastructures culturelles, puis qu'est-ce qu'on veut faire à nos citoyens, mais on s'assure que ça se poursuit, puis qu'il n'y ait pas à refaire le même travail au bout de 4 ans parce que, tout d'un coup, on a des nouveaux élus, tout d'un coup, on a des nouveaux décideurs là, sur la table. Alors, grâce à ça, mais on fait juste bâtir puis on avance. Mais si on n'a pas ça, comme par exemple, moi, à Mirabel, en ce moment, je n'ai pas de politique. Donc, c'est mon rôle en ce moment de construire la politique, conscientiser mes élus et mon maire pour, par la suite, faire en sorte que ça avance puis qu'on bâtisse puis qu'il y ait quelque chose qui se construit. Super. Est-ce que vous souhaitiez ajouter... Par rapport aux organismes? Oui, par rapport aux organismes. Moi, je dirais que on a fait un premier colloque en loisirs pendant la pandémie virtuelle en Abitibi-Témiscamingue, puis on s'est rendu compte qu'il fallait leur dire qu'ils étaient des organismes de loisirs culturels parce qu'ils ils et elles ne se définissaient pas comme ça. C'est un colloque pour les organismes culturels et eux-mêmes. Exactement. Il fallait leur dire des organismes en loisirs culturels. Parce que, tu sais, il y a une école de théâtre, entre autres, c'était jamais défini comme un organisme de loisirs culturels. Fait qu'on avait quand même un travail même d'autodétermination de ces personnes-là à faire. Là. Ouais. Sonia? Mais en fait, c'est super intéressant. C'est quand les personnes s'impliquent, tu l'as nommé, ils s'impliquent parce que c'est le théâtre qui les passionne ou ils veulent découvrir ça. Et c'est le premier niveau d'identification. Ça c'est clair. Puis après, comme on en parle aujourd'hui de concept, ça va plus loin, mais c'est un beau travail aussi de travailler sur une identification commune, de se rassembler au niveau national. Les organismes se voient, se parlent, se concertent, ils savent qu'ils sont en loisirs culturels, ils ont milité pour obtenir cette reconnaissance-là, mais c'est sûr qu'au niveau de la pratique, c'est intéressant qu'au niveau municipal, il y a des agents, je dirais, qui favorisent ces cohésions-là. Puis, je reviendrai sur aussi les organismes qui se développent. En fait, pendant la pandémie, c'est sûr que là, il y a eu une difficulté. Le monde aime ça se voir, aime ça se rencontrer pour pratiquer leurs activités. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont faites de la part des organismes pour maintenir cette dynamique-là. Mais puis on y travaille là, pour amener de la promotion, pour dire aux gens, restez, venez, puis que la population connaisse encore mieux qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis ça permet après, en fait, déjà une pratique amateur dans un groupe, c'est correct en soi, on le prend comme ça. Si ça évolue vers des pratiques professionnelles, tant mieux, mais on souhaite, c'est ça, qu'il y ait encore plus de monde là, qui viennent, c'est ça. Ben oui, parce que dans le fond, c'est la base. Là, vous allez me permettre de lire parce que je vais être sûr de bien dire le nom du comité. Le comité de promotion et de valorisation du réseau des URLS, dans le fond, propose à ce que la définition du loisir culturel soit divisée en 2 grands thèmes. Donc, on parle du loisir actif et du loisir passif. Donc, loisir passif, un peu plus en mode, je dirais, consommation. Je m'en vais dans un musée, je m'en vais dans un cinéma, je m'en vais voir une pièce de théâtre. Loisir actif, je participe à la pièce de théâtre, je fais le dessin. Comment est-ce que vous voyez cette division-là? Est-ce que, selon vous, il y a des éléments qui pourraient nécessiter une autre division? Comment est-ce que vous la voyez, cette division-là? Chez nous, c'est vraiment la dénomination qu'on utilise. Okay. Moi, je travaille sur le plan d'action ou en amont sur différents projets. C'est vraiment avec une vision du loisir culturel actif. Moi, je n'agis pas du tout avec le passif. Okay. On a une division sur la diffusion, sur les publics jeunesse ou des choses comme ça, le développement de public, la consommation. Moi, ma régie, là, on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment en actif. C'est de la pratique pure et dure. C'est tellement important que ça vient même cadrer nos propres postes. Comment est-ce que la gestion du loisir se fait à l'intérieur, là, je vais dire la Ville de Laval, mais à l'intérieur des organismes? Valérie, tu souhaites ajouter? Et si on revient à notre mission et à notre rôle, le rôle d'un
mettons, je prends un diffuseur dans le milieu des arts de la scène, c'est d'inviter le participant à s'asseoir et à assister à la pièce de théâtre ou encore au spectacle d'humour. Mais nous, notre rôle en tant que municipalité, c'est pas nécessairement de faire la promotion des activités, de vendre les billets pour aller s'asseoir dans la salle de spectacle. Au contraire, c'est de rendre le participant actif, de l'intéresser, puis de le motiver à y aller. Par la suite, lui, il va inconsciemment se dire « Ah oui, je participe à ma pièce de théâtre, ben je vais aller voir d'autres pièces de théâtre. » Fait que oui, le municipal va supporter, mais c'est pas son rôle de créer des activités, de mettre une programmation d'activités où est-ce qu'on va faire juste « on va regarder ensemble des pièces de théâtre » ou « on va regarder ensemble des films ». C'est pas ça. Le rôle d'une municipalité, c'est de mettre une programmation pour rendre actif le participant, de dire « OK, il va y participer, il va s'intégrer, il va créer en même temps. » Puis après ça, cette personne-là, qu'on a conscientisée, va aller à l'externe, va aller voir justement une pièce, un spectacle, va aller au musée, va aller visiter une exposition, mais c'est pas son rôle en tant que municipalité de créer l'exposition, par exemple. C'est peut-être d'accueillir l'exposition au sein de sa bibliothèque, d'en faire la promotion, mais c'est pas nécessairement de devenir un spécialiste. C'est vraiment plus de justement rendre actif. Un créateur d'opportunités. Exactement. Et j'aimerais savoir aussi au niveau du Conseil québécois du loisir, est-ce que cette définition-là on parlait tantôt que ça vient jouer même sur les rôles, est-ce qu'on la sent, cette définition-là, au niveau du CQL? Je dirais, c'est sûr que comme ça, on est plus dans l'actif là, que dans le passif. Mais encore là, je trouve qu'il y a des nuances parce que au-delà de l'activité, il faut regarder, je pense, l'approche. C'est sûr que l'approche qui est utilisée par les organismes vise à une participation active. Je donne un exemple. Les ciné-clubs. En fait, oui, on présente un film, mais souvent, on va l'associer avec une intervention de la réalisation où il va y avoir une discussion après. Donc, une occasion où les gens peuvent développer des compétences, des clés de compréhension, et finalement créer un sentiment peut-être d'appartenance, puis de se motiver encore plus à comprendre le processus cinématographique, là. Parce qu'au départ, on pourrait dire que c'est passif, mais ça dépend de l'approche. Et je dirais que l'approche des organismes vise ça. Donc, peut-être qu'au départ, ça ne paraît pas, mais... De jouer avec la zone grise. Mais il faut s'informer, je pense, sur comment les choses vont se passer. En tout cas, du point de vue du milieu associatif, je dirais ça. Et là, je vous amène à la question, la fameuse grande question, et ma dernière, par rapport à la différence. Selon vous, est-ce qu'il y a une différence? Et si oui, quelle est la différence entre le terme médiation culturelle, loisir culturel et la culture? Donc, c'est très, très, très général. On comprend qu'on n'aura peut-être pas tous les points dans le fond aujourd'hui, mais je souhaite quand même ouvrir avec cette question-là. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite se lancer par rapport aux différentes définitions, des points qui sont peut-être plus connexes? Valérie? Pour moi, la médiation, c'est une action. Donc, c'est de créer un pont entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur et de faire cheminer ce spectateur-là ailleurs, de l'amener plus loin. Puis c'est un peu notre rôle, en tant que professionnel dans le milieu des arts et de la culture et du loisir et //, c'est de prendre par la main ces différents acteurs-là puis de dire « Hey, parlez-vous ». Donc, la médiation permet justement d'avoir une réflexion autre que juste regarder l'œuvre ou encore assister à la prestation. Puis, ça permet de mieux comprendre le processus créatif de l'artiste, de vraiment comprendre, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi sa ligne directrice? C'est quoi le but, justement, de cette œuvre-là? C'est pas d'expliquer l'œuvre d'art. C'est pas d'expliquer qu'est-ce que c'est, parce que souvent, en art visuel, de prendre par la main quelqu'un puis lui expliquer l'œuvre, on va éviter de faire ça. C'est plus de faire cheminer, justement, le spectateur puis de l'amener à réfléchir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça?
cette œuvre-là. Pour ce qui est du loisir culturel, bien, par la médiation, on peut pratiquer le loisir culturel, tu sais. Surtout autant dans les institutions que dans le milieu municipal, on va utiliser la médiation culturelle pour amener justement notre citoyen ou encore notre spectateur ailleurs, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que la médiation culturelle, c'est seulement un atelier, tu sais, de « Ah, je vais aller au musée, puis après ça, je vais m'asseoir, puis je vais faire un bricolage avec mon enfant. » Non, c'est pas juste ça. C'est vraiment un objectif d'amener le spectateur à réfléchir sur la pratique culturelle. Et juste avant de donner la parole, ça va être Myriam puis Sonia par la suite, mais juste avant, il y avait aussi l'aspect de la culture. Oui, pour ce qui est de la culture, pour moi, c'est tout ça. Donc, la culture, c'est l'identité de tout ça. Donc, c'est le concept omniprésent. Oui, exactement, parce que la culture, c'est très large. Tu sais, la définition, on va la redéfinir, comme tu l'as dit, Geneviève, tantôt. À chaque fois qu'on fait un cours, on redéfinit la notion de culture. Mais en réalité, la culture, c'est nous. Tu sais, c'est l'identité qu'on a. C'est pas la même chose à Laval, c'est pas la même chose tu sais, à Val-d'Or. Chaque région a sa propre identité, a sa propre saveur. Ben, c'est la même chose aussi quand on assiste à un atelier, quand on voit une œuvre, quand on va dans un musée plus qu'un autre. La culture, c'est en général, mais c'est l'identité qu'on s'approprie de cette culture-là. Tu sais, nous, on est quoi? Tu sais, qu'est-ce qui nous définit en quelque sorte? Puis c'est la culture qui définit ça, justement. Myriam, en accord, désaccord? Non, je suis en accord avec le concept de culture. J'aime pas dire avec un grand C, là, parce qu'on dirait que ça met tout le temps sur un piédestal la culture, mais je revenais peut-être entre la médiation puis la pratique de loisirs culturels. La médiation, c'est peut-être une rencontre, un moment privilégié entre un artiste. Tu parlais de démarche artistique, de venir comprendre ça, puis ça veut pas dire que ça sème pas quelque chose chez le participant, mais dans le loisir culturel, nous, on voit vraiment la notion de récurrence. On va compléter quelque chose, il va y avoir un aboutissement qui n'est pas nécessairement un résultat d'exposition ou de pratique, pas de pratique, mais de présentation, mais dans la récurrence de pratiquer quelque chose pour une amélioration ou juste pour briser l'isolement. Fait que la médiation où on va aller chercher quelque chose, mais qui n'est pas nécessairement dans le long terme. Peut-être, je pourrais le définir comme ça. Sonia, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Ben, je ne sais pas ajouter, mais pour la médiation, c'est ça, je suis aussi comme c'est une approche qui permet d'amener la culture, on va dire, professionnelle, de l'expliquer, de l'amener auprès de la population. Puis ça peut être présent, loisir culturel, mais je me dis que le loisir culturel en tant que lieu d'expression puis de pratique est légitime en soi. En fait, pour moi, c'est pas nécessaire qu'il y ait une intervention professionnelle pour dire que ça a une valeur, parce que ça a une valeur pour briser l'isolement, ça a une valeur sur la créativité, sur l'expression de soi. Donc, tout ça, pour moi, ça a une valeur. Puis la médiation, c'est une façon, une approche, une façon d'intervenir, je dirais. La question sur la culture. Oui. En fait, la culture, on peut le prendre dans son sens large, de dire c'est un mode de vie, la culture. On peut dire c'est quoi notre culture, c'est quoi nos modes de vie, puis là, c'est très large. Si on veut plus précis, on pourrait dire, ben c'est quoi l'écosystème de la culture? Tu sais, tu as des créateurs, tu as des diffuseurs, puis tu as des pratiquants ou des gens qui exercent des activités. Donc, ça ferait partie je dirais, de l'écosystème de la culture, mais c'est ça la question. Je ne sais pas qu'est-ce que... C'est des grands concepts, hein? Puis le but n'est pas justement d'aller définir avec à la virgule près, mais bien de comprendre les différences entre les différents concepts. Geneviève, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, bien, en fait, je pense que c'est la médiation culturelle qui est comme le nouveau terme qu'on a de la difficulté à définir puis à circonscrire, parce que toutes ces notions-là, loisirs culturels, culture, médiation culturelle, c'est pas étanche. Puis encore là, tantôt, je parlais des organismes de loisirs qui s'ignoraient. Il y a beaucoup de médiateurs qui s'ignorent ou des animateurs qui changent de titre
pour devenir des médiateurs. Puis même dans la médiation... Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi. Qu'est-ce que Ben, tu veux dire par « ils s'ignorent » et ils savent pas qu'ils sont médiateurs culturels? En fait, il y a des gens qui pratiquent la médiation culturelle, mais qui appellent pas ça comme ça. OK, je comprends. OK. Mais... tu sais, puis même dans la médiation, on voit que, tu sais, il y a plusieurs niveaux. Tu sais, le niveau de, tu sais, je vais dire de base, c'est effectivement peut-être l'animateur ou le médiateur qui va venir démocratiser une œuvre auprès d'un public. Ça peut être après un spectacle, l'artiste qui reste pour une période de questions avec le public. C'est peut-être le premier niveau. Puis il y en a un peu plus, je vais dire, intense, là, qui est où la médiation souhaite provoquer un changement chez le participant. Puis souvent, même, on va se retrouver quasiment dans quelque chose de plus près du communautaire ou de la santé, où on va être avec des clientèles, par exemple, vulnérables ou qui vivent une problématique en santé mentale, puis on va utiliser l'art. Puis là, encore là, est-ce qu'on est dans l'art-thérapie? Peut-être, on amène un nouveau terme. Mais chez nous, on a déjà utilisé, c'est ça, l'outil de la médiation culturelle pour travailler des problématiques sociales où il y avait des grosses tensions. C'est un super bel outil. Puis là, plus on est dans la médiation, des fois, moins on est vraiment dans la... Tu sais, là, on oublie complètement le résultat. Ben, en fait, le résultat, c'est pas l'œuvre. Souvent, ça va être la dynamique sociale qui va s'être opérée. Là. Ouais, voilà. Mesdames, on a parlé aujourd'hui du balado Loisirs culturels, c'est quoi? Donc, un grand merci. Myriam Maltais, Geneviève Bélan, Sonia Vaillancourt et Valérie Laflamme. Un grand merci. J'espère que vous avez aimé ça. Ah, c'était vraiment le fun. Belle opportunité. On recommence demain? Ben Pas de problème. Sans trafic. Super. Donc, on vous encourage à venir partager, à venir commenter, puis à diffuser la bonne nouvelle de ce qu'est le loisir culturel. Un grand merci. Certainement. Merci beaucoup. Merci. C'était Voilà. Ouais, j'ai aimé ça. On va tourner. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons à écouter le prochain épisode qui portera sur l'écosystème du loisir culturel. À la prochaine! Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.